Bon, bah écoutez, on va complètement changer de sujet, mais enfin c'est ce qui se fait dans ce genre de session. Alors, je suis médecin à Bicêtre et je dirige l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. J'ai en fait plein de conflits d'intérêts. C'est une anecdote au passage. Je n'ai évidemment pas de conflit d'intérêts personnel, mais sachez que dans cette machine infernale qui est la déclaration des conflits d'intérêts, quand on est directeur d'une agence de recherche et quand on travaille évidemment avec différentes compagnies pharmaceutiques parce qu'il faut utiliser des drogues, etc., on est catalogué comme conflit d'intérêts. Donc j'ai une déclaration de conflit d'intérêts qui fait 38 pages. L'infection à VIH a complètement changé de visage, vous le savez tous, dans les années 96-97 avec l'arrivée des antirétroviraux et des trithérapies. Là, ça vous montre, on a fêté l'an dernier à Pasteur les 30 ans de découverte du virus par les équipes françaises de Pasteur avec Françoise Barré-Sinoussi. Et là, vous avez le panorama finalement des grandes découvertes qui ont été faites en recherche, qui vont du basic science sur la découverte du virus, la séquence, comment ça marche, les interactions avec les cellules, sur des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques autour de l'arrivée des antirétroviraux, et puis énormément de choses en termes de santé publique, en termes de prévention et de mécanismes de prévention. Et vous voyez que les couleurs changent un peu selon les périodes, et on est plutôt là dans la phase autour de la prévention, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, la France a une position très particulière dans le domaine, pour deux raisons. Parce que d'abord, il y a une agence de recherche qui est dédiée. Et deuxièmement, je vais vous en parler, il y a un rapport, il y a de recommandations qui est faite par la communauté scientifique française, un mélange des infectiologues, des internistes, les rares immunologistes cliniciens, et qui sort un rapport tous les 2 ans, qui n'est pas du tout piloté par l'HAS, hein, c'est une exception culturelle, mais qui du coup a une forme de réactivité beaucoup plus grande que si c'était l'HAS, et qui dit voilà l'état des lieux, et voilà ce qu'on doit faire, et voilà les recommandations pour la prise en charge des patients. Et ça a permis ça, parce qu'on a des outils épidémiologiques de suivi, eh bien d'avoir quelque chose de très cohérent sur la prise en charge globale en France, où globalement on est à peu près aussi bien pris en charge, et on a les datas pour ça, qu'on soit à la Pitié-Salpêtrière, par exemple, qui est un de nos centres de référence, ou à Aurillac, je dis Aurillac parce que je suis originaire d'Aurillac, qui est quand même pas probablement l'endroit où il y a le plus de VIH. Il y a une sorte de cohérence très globale qui existe, et je vais vous expliquer où va cette cohérence. Alors, l'agence. Il y a donc une agence de recherche qui est dédiée à la fois sur le VIH et les hépatites virales, et vous savez que ça bouge beaucoup en ce moment aussi sur les hépatites. Et voilà nos 4 grandes priorités pour le VIH. Je reviendrai sur les réservoirs. Il y a bien sûr sur les aspects de dépistage et de nouvelles technologies de dépistage, la prévention et la stratégie de vaccin. Sachez aussi qu'à côté de l'agenda français, eh bien, on a un agenda qui est en fait international. Et en gros, 60% du budget de l'ANRS maintenant, il est consacré à la recherche et à la recherche opérationnelle avec les pays du Sud. Donc c'est quelque chose qui s'est dévié. Pourquoi? Parce que l'épidémie, elle est au Sud, et la France est un des acteurs essentiels. Alors le deuxième outil, donc, c'est ce rapport, qui a été d'abord un rapport d'Elfrécy au départ, il y a quelques années, puis ensuite un rapport Ieni, et qui pour la première fois cette année est un rapport Philippe Morlac, qui est un interniste infectiologue de Bordeaux, et donc qui réunit ils font ça en général entre le mois de janvier, février, et puis l'été, et puis il est rendu au mois de septembre au niveau du ministère de la Santé. C'est une commande qui est sous l'égide du Conseil national du sida et de l'agence, et qui fait des recommandations sur ce qui doit être fait. Alors, la réflexion de cette année, le rapport est sorti, c'est pour ça que je m'appuie dessus, il est sorti au mois d'octobre 2013. Donc on est vraiment dans complètement l'actualité. Et il part d'un principe, c'est qu'en gros, en France, il y a 150 000 personnes qui sont infectées par le VIH, et il y a une infection silencieuse, où il y a environ 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. Actuellement, alors qu'on est un des pays qui dépiste le plus, il y a environ 30 000 personnes qui ne connaissent pas la séropositivité. Et on commence à avoir une bonne idée, parce qu'on a toute une série d'outils épidémiologiques de qui sont ces personnes. Et schématiquement, parmi celles qui ne connaissent pas leur séropositivité, il y a un gros tiers, ou 40% de la population, enfin de gens qui sont
avec des pratiques homosexuelles. Il y a un gros tiers de migrants, et en particulier de femmes migrantes, et il y a un tiers de personnes qui ne sont pas à risque, et qui sont souvent des gens plutôt autour de 40-45 ans, qui sont en rupture de vie, qui sont post-divorce, qui donc n'ont pas l'impression de prendre des risques, qui en fait en prennent et deviennent séropositifs. Et c'est là-dessus, probablement, j'y reviendrai, que c'est ces personnes-là, ces dernières que vous allez voir en réanimation pour des raisons diverses, puisqu'ils arrivent sans connaître leur séropositivité. Alors, les limites, bien qu'il y ait eu qu'on puisse parler maintenant d'une maladie chronique sous traitement antirétroviral, avec des traitements qui se sont beaucoup simplifiés, on est passé de 25 comprimés par jour à maintenant 1 comprimé par jour. On envisage même, je dirais à 5 ans à peu près, d'avoir probablement des molécules qui vont avoir des très longues durées de vie et qui vont permettre d'avoir un traitement tous les 15 jours. Ou tous les mois. Donc avec quelque chose de très très particulier. Ce n'est pas propre au VIH. Hein. Beaucoup de maladies chroniques vont arriver à ça. Mais malgré tous ces progrès, il y a une série de vraies questions. On contrôle le virus, mais il n'est pas éradiqué, ce qui fait que quand on arrête le traitement, tout repart dans les 15 jours, ça explose. C'est un virus qui est sous forme d'intégré sous forme de pro-DNA. Il y a un certain nombre de toxicités de ces traitements. L'adhérence, comme dans toute maladie chronique, pose une série de questions. Il se trouve qu'on a, nous, beaucoup étudié dans le VIH, au début, ce problème de l'adhérence. Puis il y a un problème qui est moins connu, que vous connaissez probablement moins, qui est que même si on contrôle la charge virale, avec une charge virale plasmatique qui est inférieure à 20 copies, hein, qui nous sert à suivre nos patients, il y a une restauration immunitaire qui se fait dans la majorité des cas, mais pas tout le temps. Et vous voyez qu'il y a environ un gros tiers des patients qui n'arrivent pas à restaurer le système immunitaire, parce que probablement ils ont été traités trop tard, ils sont trop vieux, les traitements initiaux n'étaient pas les bons, et ils restent avec des CD4 qui sont inférieurs à 500. Et quand on a des CD4 qui sont inférieurs à 500 par millimètre cube, là par contre, le pronostic en termes de mortalité, morbidité, il est différent, et ce sont des personnes qui sont plus à risque de faire une série de choses dont on va un tout petit peu parler. Alors, les recommandations de cette année, c'était mieux dépister de façon à diminuer l'infection silencieuse, mieux favoriser le recours aux soins, ça c'est pour les migrants, traiter plus vite et améliorer la prévention. Alors, sur la cascade, on a un outil, on a une très, très grande cohorte qui est menée par Dominique Castiglione, qui est une unité INSERM à la Pitié-Salpêtrière, et qui permet de recueillir l'ensemble des informations sur à peu près 65 000 patients qui sont suivis dans différents hôpitaux français. Donc 65 000, vous voyez, ça commence à faire une base de données qui est très large, et donc on sait à peu près ce qui se passe. Et cette slide montre la cascade de prise en charge, où en gros, parmi les patients qui sont connus comme, enfin, dont on suppose qu'ils sont séropositifs, autour de 150 000, vous voyez qu'on obtient à peu près un chiffre de 60%, 58%, qui est avec une charge virale indétectable, donc qui est finalement le goal de ce qu'on doit faire avec les antiviraux. Alors, cette slide, elle fait très plaisir à nos ministères. Pourquoi? Parce que la même slide aux États-Unis, la même slide, eh bien, ce n'est pas 58%, c'est 18%. Hein. C'est-à-dire que ça montre bien, ça reflète, ça ne veut rien dire cette slide, mais ça veut dire uniquement que le système global français hein, de prise en charge, d'aspects médicaux, mais pas seulement médicaux, d'accès aux soins, etc., il fonctionne finalement de façon relativement globale pour cette pathologie et pour d'autres d'ailleurs. Et une fois de plus, la même slide aux US, 18-19% des patients qui ont une charge virale indétectable. Alors malheureusement, il persiste quand même des patients qui sont pris en charge trop tardivement. Trop tardivement parce qu'ils ne connaissent pas leur séropositivité ou ils la connaissent, mais ils n'ont pas eu accès aux soins. C'est en particulier certains migrants en région parisienne et pas qu'en région parisienne d'ailleurs. Et ce sont là des patients que vous continuez à voir en réanimation. Vous en voyez beaucoup moins qu'avant, c'est bien clair, mais il y a un certain nombre de patients qui arrivent via les urgences ou via les urgences de neurochirurgie avec une boule dans la tête, avec une toxo, on voit encore des toxos en ce moment, ou avec une pneumocystose, et qui arrivent en réa. Et ce sont des patients qui, en général, ne connaissent pas leur séropositivité, donc on débobine à la fois le diagnostic de séropositivité. Et là, enfin, moi j'ai un seul message, hein, vous les prenez pleinement en charge et il n'y a pas de souci, c'est il faut se battre pour ces patients, hein, parce que le fait, il y a le cap aigu de l'infection opportuniste qui est à traiter, hein, et s'ils sont en réa, c'est qu'ils ne sont pas bien, mais ça veut dire que si on passe ce cap aigu,
on sait qu'en traitant à ce moment-là, on va restaurer la réponse immunitaire. Donc ça mérite là vraiment de se battre, ce qui est un peu différent de patients qui sont vus déjà traités tardivement et qui font des points. Bon, je passe, là c'est une autre enquête qui montre très clairement, enfin, que globalement parmi les patients qui sont suivis, eh bien on a 80 à 85% de patients en France qui ont une charge virale indétectable. Alors, les enjeux, parce que le traitement antirétroviral ne fait pas tout, et on a en gros trois grands types de problèmes. D'une part, la survenue de cancer un peu atypique, qui est lié finalement à un contrôle immunitaire d'immunosurveillance du cancer qui n'est pas parfaite. Deuxièmement, ils vieillissent plus vite, ces patients. Il y a un mécanisme de biologie cellulaire, à la fois sur l'endothélium vasculaire, mais aussi sur certaines cellules cérébrales. Ils font un certain nombre de troubles neurocognitifs, alors qu'ils sont parfaitement bien contrôlés avec une charge virale indétectable et du CD4, par exemple 550. Ils le font plus quand ils ont une restauration immunitaire inférieure. Donc on voit en ce moment plus, et ce n'est pas très rassurant d'ailleurs, on voit des Alzheimer précoces chez nos patients, enfin l'équivalent d'Alzheimer précoce chez nos patients, avec une série de troubles neurocognitifs. Et puis, ils font plus de problèmes cardiovasculaires, qu'il s'agisse de problèmes coronariens et ou de problèmes vasculaires cérébraux. Ça, il y a un biais terrible. Ce n'est pas le VIH, c'est le tabac. C'est parce que on n'a été pas suffisamment ferme pour ces patients qui avaient une maladie chronique, etc., qui, pour les plus anciens d'entre vous, rappelez-vous quand même, c'était un diagnostic de VIH, c'était un diagnostic de mortalité à court terme. Donc le tabac et la pression sur l'arrêt du tabac n'a pas été l'essentiel, moyennant quoi on a, dans notre population de patients suivis en France, on a un taux de fumeurs qui est de l'ordre de 52% chez nos patients VIH, qui est donc très largement supérieur à celui de la population générale, et qui fait qu'évidemment, ils ont plus de troubles cardiovasculaires. Le lien tabac, d'ailleurs, pourrait se mettre aussi probablement avec cancer. Donc c'est les patients traités. Voilà les trois grands enjeux qu'il y a et qui nous rapprochent finalement aussi d'un certain nombre de pathologies et d'autres pathologies chroniques. Alors, sur les recommandations de fin 2013, la recommandation la plus essentielle, qui a eu un gros retentissement d'ailleurs au niveau international, c'est de dire on dépiste quelqu'un, il est séropositif, on le traite tout de suite. C'est-à-dire on n'attend pas qu'il ait des CD4. Avant, il y avait une sorte de hiérarchisation. On disait en dessous de 500 CD4, il faut traiter, mais au-dessus de 500 CD4, ce n'est pas la peine, on peut attendre, etc. Non, là, c'est test and treat. On dépiste, le patient est séropositif, on lui propose un traitement antirétroviral tout de suite. C'est finalement le traitement d'une maladie virale. Et je pense qu'on arrivera d'ailleurs à des choses sur l'hépatite C qui vont être assez proches compte tenu des nouveaux outils qu'on a maintenant. Donc, test and treat, on dépiste, on traite. Alors, c'est une recommandation qui est forte, qui a des implications sur la prise en charge, qui a des implications évidemment économiques de traitement. En France, on va l'assumer, mais vous imaginez dans le monde où il y a 38 millions de personnes qui sont infectées par le VIH, il y en a actuellement 8 millions qui reçoivent des traitements antirétroviraux génériques. Donc le gap de 8 à 38, si on met test and treat, vous voyez les enjeux majeurs qu'il y a en termes d'économie de santé globaux qui peuvent exister. Néanmoins, c'est ce que nous allons faire. Les États-Unis viennent de prendre la même direction, les Brésil également, plusieurs pays européens vont le prendre, et on organise d'ailleurs à Paris, dans le mois prochain, toute une réunion internationale sur les conséquences de test and treat. Alors après, sur quel traitement utiliser? On a actuellement 33 ou 34 molécules anti-VIH qui appartiennent à différentes familles, les inhibiteurs de réversance tryptase, de nucléosidiques, non nucléosidiques, les inhibiteurs de protéase, les inhibiteurs d'intégrase, qu'on peut combiner de façon pas totalement anodine, mais le tout, c'est d'avoir en effet 2 au minimum et plutôt 3 molécules. La notion de trithérapie demeure malgré les changements, les nouvelles qui existent. Alors, au risque de ne pas faire plaisir à l'industrie pharmaceutique, je dirais qu'il n'y a aucun progrès véritablement récent dans ces molécules. C'est-à-dire, si vous aviez connaissance des choses il y a 5 ans, vous n'avez rien raté, ça continue à bien marcher. Finalement, elles sont puissantes. Il faut les associer. Il y a quelques molécules qu'il ne faut pas associer entre elles parce qu'il y a des interactions pharmacocinétiques.
puis il y en a d'autres qui sont au contraire. Mais le traitement, c'est 2 antiréversins replace plus quelque chose, un inhibiteur de protéase ou un inhibiteur d'intégrase. Alors, on est là dans une phase sur le VIH, contrairement à l'hépatite C, avec un peu de l'embellissement des nouvelles molécules qui arrivent. D'abord, il y en a moins qui arrivent qu'auparavant. Et puis, on est comme dans la troisième génération, par exemple, des inhibiteurs d'intégrase. C'est un peu la même chose que sur la 2e ou 3e génération des inhibiteurs d'enzymes de conversion ou d'angiotensinogènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement profond. Ça marche. Si les malades le prennent, le traitement marche. Et finalement, il y a assez peu de résistance. C'est un traitement qui est efficace. Alors, pour terminer, peut-être quelques grands enjeux. D'une part, l'hépatite C. En gros, dans la file active française, donc sur les 150 000 patients, il y a 38% qui sont co-infectés par l'hépatite C. Bon, la particularité, c'est qu'on connaît ces patients puisqu'ils sont suivis. Donc on sait qu'ils sont co-infectés. La majorité d'entre eux ont reçu un premier traitement par le PEG interféron RIBA il y a maintenant X années. Ça marche moins bien que dans la population des mono-infectés. Eh bien là, je dirais qu'il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre pour ces patients. Il ne faut pas les traiter maintenant. Il faut se donner probablement la fin de l'année 2014 pour avoir l'arrivée en pratique, et pas seulement dans les premiers essais de phase 2, des nouvelles molécules anti-VHC sans PEG interféron. Parce que le PEG interféron est quelque chose de très lourd à supporter pour des patients qui sont en maladie chronique, qui ont déjà des troubles cognitifs. Et là, on a quelques mois, et à partir du mois d'octobre, on pourra traiter sans PEG interféron ribavirine avec les nouvelles molécules sur VHC. Donc, ça va être un tournant pour le traitement du VHC des patients co-infectés qui va se produire, je pense, à l'automne 2014. Les cancers. Il faut y penser. C'est un certain nombre je vous ai dit la relation avec le tabac probable, enfin plus que probable. Il y a certains types de cancers particuliers. On ne voit plus des cancers véritablement liés au virus, mais certains types de cancers. Le poumon, bien sûr, le testicule, les tumeurs digestives et le foie, avec l'hépatocarcinome, en relation avec les co-infections. Alors, on va terminer sur 3 points. Le dépistage. Il y a quand même 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. Donc, il faut dépister. Il y a eu des recommandations qui ont été faites par l'HAS, et en particulier sur le rôle des médecins généralistes. Ça ne marche pas. C'est une recommandation, ça arrive, ça ne marche pas du tout, c'est difficile. Donc, le message simple, c'est que tout passage à l'hôpital, ou tout passage vis-à-vis d'un professionnel de santé, doit conduire à une proposition de tests VIH, et à mes yeux, d'ailleurs, maintenant aussi de VHC, puisqu'on a les outils pour le faire. Bon, c'est une proposition, ce n'est pas un dépistage systématique, c'est une proposition. Et on a plusieurs enquêtes faites, par exemple, dans des circonstances un peu difficiles, qui sont les urgences, et qui montrent qu'on arrive à parfaitement cibler, avoir un retour et avoir finalement des données médico-économiques qui sont en faveur, puisque les populations qui vont aux urgences sont des populations plus à risque que d'autres, qui sont en faveur de ce type d'approche. Deuxième point, la prévention. Alors, la prévention, la pierre angulaire, ça demeure l'utilisation du préservatif. Ça paraît bizarre en 2014, mais c'est ce qui reste la pierre angulaire. Néanmoins, ça marche. Il y a un certain nombre de populations qui ne peut pas utiliser le préservatif. Donc la communauté VIH s'est lancée il y a maintenant 4 ans dans des nouveaux outils biomédicaux de prévention, et en particulier dans l'utilisation des antirétroviraux comme outil de prévention. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui souhaite prendre des risques, qui ne veut pas utiliser le préservatif, il prend des antirétroviraux, il est séronégatif, ou il pense qu'il est séronégatif, et il va prendre des antirétroviraux, mettons, pour le week-end. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait encore au courant de ça, c'est pour ça que je vous y mets. Je pense que vous allez être interpellé par ça. Moi, je l'ai été. On m'aurait dit il y a 10 ans que je financerais de la recherche là-dessus. J'aurais dit allez voir. Bon, eh bien, pas du tout. Nous avons un grand essai qui est en place en France, qui s'appelle l'essai Hypergay, qui est piloté par Jean-Michel Molina de Saint-Louis, et qui compare finalement l'utilisation à titre préventif des antirétroviraux versus un placebo, et sur l'utilisation de gens dans la population risque. Alors c'est vrai, ça, en particulier dans la population homo. Tous les homos ne prennent pas des risques majeurs, mais un certain type de jeunes générations homosexuelles continuent à prendre des risques majeurs. Par exemple, la prévalence à Paris. Quand on fait des études de prévalence
sur les homos qui fréquentent le Marais, qui n'habitent pas forcément le Marais compte tenu du prix du mètre carré dans le Marais, mais qui le fréquentent dans les bars, etc., c'est 17-18%. 17-18% de séropositivité. Donc il faut qu'on se bouge, et on peut toujours avoir le message du préservatif, mais il faut qu'on aille plus loin. Donc nous sommes partis dans une prévention biomédicale d'utilisation des antiviraux. On est là dans des questions de recherche clinique, hein. L'essai est en cours, je ne sais pas ce que ça donnera. On aura les données de fin 2014, je pense. Et donc, ce n'est pas encore une recommandation. Il est recommandé, vous voyez, de faire de la recherche là-dessus. Alors, je termine pour dire le goal final, c'est qu'on se débarrasse de ce virus. Hein. Moi, je suis dans cette pathologie depuis de nombreuses années. Mais je souhaite voir, enfin en tout cas, mettre en avant, comme future direction de recherche, arriver à se débarrasser. C'est-à-dire arriver à éradiquer et à sortir finalement du provirus qui est intégré dans notre DNA humain, à sortir ce provirus. Alors, en effet, on parle de charge virale, mais qui est de la charge virale plasmatique, qui mesure le RNA, donc un virus qui replique, et puis vous avez du virus intégré. Et on arrive maintenant, on a des techniques qui permettent de mesurer de façon indirecte, et on appelle ça la mesure du réservoir. Et vous voyez que selon les cohortes qu'on étudie, il y a des réservoirs qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins bas. Et on a mis, je vais terminer là-dessus, on a mis en évidence en France, parce que la France reste très pushy en termes de recherche sur le VIH, on est en 2e position internationale, et on a mis en évidence 2 choses. Premièrement, qu'il y avait un tout petit nombre de patients qui contrôlaient leur virus. C'est-à-dire qui spontanément avaient plus de 10-12 ans d'infection par le VIH, qui n'avaient recevé aucun traitement et qui avaient une charge virale indétectable. Hein, et qui contrôlaient, c'est-à-dire on appelle ça les contrôleurs du VIH. Ça représente moins de 1%, autour de 0,5% de la population VIH et évidemment, on les a énormément étudiés. C'est un de mes agrégés qui s'est mis là-dessus, qui s'appelle Olivier Lambotte, qui a énormément d'études fondamentales, comportementales, etc. Et en gros, ils ont une réponse immunitaire qui est très terriblement appropriée et qui permet de contrôler le virus. Donc ça, on appelle ça les contrôleurs spontanés. Et puis, on a un deuxième modèle qu'on vient de décrire et qui s'appelle les post-treatment controllers. Et là, ce sont des gens qui ont été traités dès la primo-infection, parce qu'ils avaient une primo-infection symptomatique et les médecins les avaient traités. Et puis, ensuite, pour des raisons diverses, ils ont été traités pendant 3 ou 4 ans. Et le traitement, ils l'ont arrêté. Et puis, la plupart des patients, je vous l'ai dit, rechutent. Et puis là, on vient de décrire une série de 17 patients. Puis il se trouve qu'on a une grande cohorte là maintenant au niveau international qui se met en place. Donc il y en a ailleurs. Ce n'est pas qu'un cas français. Et c'est des gens qui contrôlent. Donc c'est bien de post-treatment controllers. Ils sont à la fin et ils contrôlent parce qu'ils ont été traités dès la primo-infection. Je termine juste dans 1 minute. Et ces patients sont particuliers parce qu'ils n'ont pas d'HLA particulier. Ce n'est pas un contrôle génétique. Ils ont une réponse immunitaire qui est extrêmement forte et surtout, ils ont un réservoir qui est extrêmement bas. Et donc, le message est de dire que derrière le panorama des patients bien contrôlés, charge virale indétectable, CD4 supérieur à 500, on a maintenant un 3e marqueur et on rentre dans l'ère des biomarqueurs dans le VIH, qui est le niveau de réservoir. Et on est en train de s'intéresser beaucoup à qui a un réservoir bas, est-ce qu'on va pouvoir arrêter le traitement et comment on fait baisser le réservoir. Et alors là, c'est une autre histoire qui va démarrer, qui n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas du tout avec les antiviraux, mais c'est avec des nouvelles molécules qui s'approchent des molécules du cancer, et en particulier sur des antityrosine kinases, sur une série de cibles de ce type, qui vont aller attaquer d'une certaine façon indirectement le réservoir. Et on a beaucoup maintenant d'interactions, finalement, entre qu'est-ce qu'il y a de si différent entre un patient qui a un réservoir bas qui est sous traitement et un patient qui est avec une thérapeutique anticancéreuse ciblée, comme il y en a maintenant dans un certain nombre de pathologies, qui est dépendant du médicament, et les questions se ressemblent, et on se retrouve au niveau recherche. Et donc, on vient de fêter les 25 ans de la NRS, et je vous rappelle que cette communauté française reste très pushy. 25 ans après, je suis assez content de voir qu'il y a même une jeune génération qui se remotive complètement là-dessus pour rester en 2e position internationale, ce qui est rarissime en France, puisque en général, on est plutôt en 5e ou 6e position en termes de production scientifique. Voilà. Merci beaucoup.